pays. Mais Jean-Pierre Lamoureux m'a proposé pour cette semaine de superbes images et de super reportages en tout cas. Et c'est à lui que je laisse la parole maintenant. Oui, nous avons essayé de faire voir la spéléologie l'hiver. On voit souvent ça l'été. Et là, nous avons trouvé, avec le Centre méditerranéen de spéléologie, Jean-Claude Tardy, notre invité, et Daniel Cesseguelo, Didier Cesseguelo, vraiment on ne peut pas dire des champions, parce que c'est un sport très difficile où il faut une grande maîtrise de soi-même. Et nous avons pensé que la spéléologie l'hiver, c'était quand même très difficile. Vous allez voir, il y a beaucoup de rivières, on monte, on descend. Et puis, donc, je vous retrouve tout à l'heure après ce film, avec Jean-Claude Tardy et Didier, qui eux sont les spécialistes de siphons. Alors, non contents de descendre sous terre, eux, il faut qu'ils passent sous des siphons. Alors là, c'est quand même très dangereux, c'est réservé vraiment à des très bons. Alors, je vous propose tout de suite ce reportage que nous avons réalisé avec Bernard Perrano, il y a à peu près 3 semaines, entre Cossol et Lodiberg. Qu'est-ce qu'ils avaient annoncé comme temps hier? Un week-end comme les autres pour Didier, Nicolas, Olivier, Christian et Jean-Claude. Un week-end d'hiver qui n'arrête pas leur passion, la spéléologie. Le jour à peine levé, ils s'enfoncent dans le noir des gouffres. Leur troisième œil, c'est la cale-bombe, la lampe à carbure que l'on fixe sur son casque. Elle fonctionne avec de l'eau qui tombe goutte à goutte sur des cailloux de carbure de calcium. La réaction donne un gaz, l'acétylène, et par la même occasion une flamme très éclairante. Ça va pas être évident. Ça fait maintenant qu'on va rire maintenant. Notre région est riche dans le domaine des gouffres, rivières souterraines ou cavités. Notamment à Cossol avec la veine des Baoudioun à moins 450 mètres, ou la Baume Robert qui possède 4 km de rivières souterraines, ce qui en fait le réseau le plus important du département. C'est une couleur locale. Regarde, c'est glisse. Ouais, ça glisse là. Comme en plongée ou en alpinisme, la spéléologie n'est pas une sortie en trottinette. Entraînement, gestes précis, connaissance du matériel sont indispensables. Alors ça c'est la poignée du jumard qui va servir à se propulser avec les pieds. On installe au niveau de la poitrine un autre autobloqueur, un crawl. Le pied dans la pédale et la poignée glisse. Alors on monte alternativement. Lorsqu'un bloqueur bloque, l'autre coule. Chatière, méandre, étroiture, cheminée, des noms bien précis pour les spécialistes, mais pour nous, à cet instant, ils restent seulement synonymes de difficultés physiques. Mais quel spectacle! Entre deux colonnes de calcite ou une draperie de concrétion en forme de rideau, la nature et le temps ont laissé la matière pour imaginer une histoire fantastique. 4 degrés dans l'air, 13 degrés dans l'eau, 100% d'humidité, la lampe à carbure qui parfois s'éteint, l'eau qui réussit à pénétrer dans votre combinaison, le geste imprécis qui demande un effort démesuré, une fatigue qui est largement compensée par la beauté du décor.
préfère la spéléo dans les rivières parce que on sent le mouvement, on sent l'action, le bruit donne une ambiance assez angoissante, stressante par moments, surtout quand l'eau nous approche près des siphons. Actuellement ici nous avons remonté plus de 600 mètres de rivière et on ignore toujours la provenance de ces eaux. Vous nous dites, ne mettez pas vos mains ici, vous faites attention de ne pas casser ici, ça pour vous c'est un trésor? C'est très important parce que c'est quand même un patrimoine et il faut essayer de le conserver dans la mesure du possible. C'est pour ça qu'il faut quand même faire très attention parce que même en faisant attention, on arrive à casser déjà pas mal de concrétions et c'est dommage. Photographes, scientifiques, biologistes, sportifs ont un point commun, l'aventure. Et toujours l'espoir de découvrir l'objet ou le site unique. Comme par exemple à Cossol, dans la veine Creps, on a trouvé des ossements humains et des outils de la préhistoire. Que penser des 1500 mètres de profondeur du gouffre Jean-Bernard en Haute-Savoie ou de la pierre Saint-Martin, ou même de la salle de 650 mètres sur 350 mètres à Sarawak, en Malaisie. Gouffre et cavité ne nous ont pas encore livré tous leurs secrets. Didier et ses copains le savent bien. Tous les week-ends, ils cherchent, ils marchent, ils grimpent, ils pataugent. Pour certains, vous êtes un peu fou, là, aller vous promener dans l'eau, dans les trous, dans le noir. Je ne pense pas. Je crois que la spéléo a justement besoin d'être démystifiée. Beaucoup de gens, bien sûr, des copains que je connais me disent qu'est-ce que tu vas foutre là-dessous, c'est dangereux. En fin de compte, on est autant en sécurité qu'à l'extérieur. Je pense qu'on ne prend pas plus de risques que dans un autre sport, bien sûr. La technique est présente et il faut connaître bien sa technique à fond pour justement ne pas prendre de risques et ne pas encourir d'accidents. Un bon spéléo doit savoir quand même s'économiser. S'il entreprend une course sérieuse, une exploration difficile, le but justement c'est de pratiquer une bonne spéléo pour s'épuiser le moins possible, pour aller le plus loin possible et pour sortir en forme. Foncer sous terre tout bête, quoi, tout bêtement, comme un spéléo purement sportif, c'est pas intéressant. Un spéléo doit s'intéresser justement à la genèse des grottes, à la karstologie, à la géologie, donc il faut savoir s'arrêter, regarder un peu ce qui se passe autour, essayer de comprendre, bien sûr c'est très dur parce qu'on touche à des domaines scientifiques, et essayer de voir un peu comme les choses sont formées il y a des centaines de milliers d'années, puisque les grottes datent de la fin du secondaire. Le seul animal cavernicole que nous ayons vu, un criquet appelé Troglodomus, on le dit généralement aveugle et dépigmenté. It's night time, and I'm standing there till the dawn. All alone by the ocean shore, on my eyes, cold wind is blowing. Parfois, le chemin de la balade est un cul-de-sac, tout au moins pour nous. Car pour continuer, il faut passer un siphon ou des siphons, un exercice périlleux pour spéléologues chevronnés et téméraires, munis de bouteilles d'air de plongée sous-marine. I've been coming here every night to shut my vein. Nos éclairages de télévision intensifient la beauté du décor de ces galeries fossiles. Les ombres découpent les concrétions en personnages fantastiques et la couleur des oxydes sur les voûtes dessine un arc-en-ciel.
Comme les chevaliers de la table ronde à la recherche du Saint Graal, Didier et ses compagnons de la nuit continueront à marcher dans le lit de la rivière en espérant trouver un jour sa source. Dernier, avant-hier, donc, si vous avez regardé ce journal, ce dont je ne doute pas un seul instant, vous avez vu les premières images de la grotte de la Baume Robert. Serge-Emmanuel Chapelle et Paul Fougerolles nous ont mis l'autre jour l'eau à la bouche. Vous allez maintenant être les premiers téléspectateurs à découvrir ce qu'il y a sous le Rouret. Quelque part sous la commune du Rouret, près de Grasse, 60 mètres à la verticale du vallon de la Baume Robert, le ventre humide et mystérieux de la terre, les entrailles inquiétantes et superbes de Cybèle. Des images jamais filmées avant notre descente, seulement connues de quelques spéléologues téméraires, et encore pas toutes. Vous allez donc les découvrir avec nous. Repérée au début du siècle, cette grotte ne commencera à intéresser les spéléologues qu'en 1948. Le club Martel, notamment, s'y frayera un chemin sur 120 mètres jusqu'au premier siphon. Mais sa véritable exploration ne commencera qu'en 1967. On la doit au clan Loubens et surtout à Christian Verducy, qui depuis 6 ans poursuit pratiquement seul ses recherches et ses travaux. Aujourd'hui, près de 3 km de réseaux souterrains ont été sondés, forcés, reconnus, aménagés, sinon raccordés grâce à ces efforts. Cette grotte de la Baume Robert, l'une des plus intéressantes du département, est aussi celle qui possède la plus longue rivière souterraine pénétrable. Toujours est-il qu'après 4 heures de progression larvaire, d'escalade en reptation et surtout, ce qui est plus stressant, après avoir franchi 2 siphons respectivement longs de 60 et 100 mètres, nous touchons enfin au sein des saints la salle blanche. C'est vraiment d'une qualité impensable vu tout ce qu'on vient de passer dans la boue, siphon, tout. C'est trop joli. Alors, on ne peut pas parler sur une beauté pareille. C'est complètement fou. J'ai jamais vu une belle chose comme ça. Je sais pas. Après tout ce siphon, après tout ce passage, tout le travail qui a été fait, arriver à ce spectacle-là. C'est moi qui suis arrivé le premier dans ces parties-là et j'avoue, on avait vraiment été très surpris. Mais vu le travail fourni par moi et mes copains, je trouve que c'est chèrement gagné quand même. C'est magnifique et je souhaite qu'on puisse découvrir encore des parties dans ce réseau aussi belles que tout ce qu'on a découvert. Ce qui est étonnant, c'est de voir autant d'aussi belles compressions en si peu d'espace. Et oui, j'avoue que sur le département, c'est unique parce que d'abord la blancheur des concrétions qui est vraiment... La blancheur et la variété aussi. La variété aussi, c'est vraiment... J'avoue que on a été surpris nous-mêmes. Pensez-vous qu'un jour les habitants de la région puissent visiter, puissent découvrir cette salle, je l'espère, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'aménagements à faire déjà pour franchir tous ces siphons. Après cette partie, la plus belle, se trouve un autre siphon de 300 mètres qu'on a pu parcourir sur 12 mètres de profondeur. Et dans la descente de ce siphon arrive un autre affluent à la rivière et pour l'instant, c'est encore l'inconnu. Une certitude, la richesse hydrogéologique de cette grotte où serpente de rivière, l'une d'elles ayant même son affluent. Cette eau, facilement exploitable, d'un bon débit, quelles que soient les saisons, potable de surcroît, pourrait servir soit à alimenter une réserve pour les pompiers, soit pallier d'éventuelles déficiences estivales. Bref, après ce voyage initiatique, ce bain de 8 heures dans le liquide amniotique de la mer-terre, nous renaissons enfin à la lumière. Voilà, c'est une équipe des Fer3 Côte d'Azur, pas tellement préparée à ce genre de choses, qui vous a permis de découvrir ces images. Équipe qui comprenait donc Serge-Emmanuel Chapelle, Paul Fougerolles et Jean-Louis Fournicot.